Merci. Donc la contribution était prévue à la base en anglais, puis m'apercevant que l'ensemble du panel était francophone, j'ai proposé de passer au français, ce qui me semblait plus simple. Donc ma contribution porte en effet sur la résistance nationale au récit développé par, notamment, enfin en tout cas au départ, par la Cour de justice, dans le cadre précis de la confiance mutuelle dans le droit pénal européen. Et donc il s'agit effectivement du récit judiciaire plus large relatif à l'Europe des valeurs qui est mobilisé notamment par la Cour dans la jurisprudence concernant le LSJ en général, hein, mais en particulier le droit pénal. Alors pourquoi ce récit a une telle importance dans le droit pénal européen? Tout d'abord parce que ces mécanismes ne peuvent pas fonctionner sans la confiance mutuelle et donc sans l'adhésion des autorités nationales à ce récit de « voilà, nous partageons les mêmes valeurs, nous avons les mêmes garanties ». Or, c'est justement là aussi, dans ce domaine, que se manifeste le plus de doutes quant à la réalité de cette équivalence de protection, et c'est là que des divergences peuvent avoir les conséquences les plus graves, parce qu'il s'agit quand même de droit pénal, et on voit très bien l'importance de la réalité de cette équivalence de garantie pour ces instruments. Donc je ne reviendrai pas en détail sur la nature du récit de l'Europe des valeurs ou le lien entre valeurs et principes ou valeurs et droits fondamentaux, hein, je laisse ça notamment aux écrits d'Antoine Bayeux qu'on a vus et évidemment à la contribution d'Elsa Bernard qui touchait également à cet aspect. Je développerai davantage dans ma contribution écrite. Je m'inscris dans la suite en fait, de la réflexion qui était menée aussi bien par Antoine Bayeux que par Elsa Bernard dans les papiers qu'on a vus, en particulier sur l'idée qu'on a des contradictions apparentes dans la jurisprudence entre cette affirmation de l'équivalence dans le partage des valeurs qui justifie la confiance mutuelle et le fait que justement dans ces mêmes arrêts on trouve des limites à ce récit sur le partage de valeurs communes. En fait, mon idée, mon hypothèse est que le récit qui est développé, en tout cas dans ces manifestations jurisprudentielles, est très largement déterminé par les réactions nationales et le dialogue permanent avec les juridictions nationales et plus largement en fait le dialogue qui se développe avec la doctrine, etc. autour de ces instruments et des pratiques nationales qui correspondent à l'instrument législatif adopté au niveau européen. On a une évolution dans la jurisprudence depuis l'affirmation d'une présomption d'équivalence de garantie qui fonde la confiance mutuelle et qui, elle-même, s'appuie sur ce récit de l'Europe des valeurs communes, vers, à mon sens, sous la pression des acteurs nationaux, une affirmation de l'obligation de respect de valeurs communes qui vient contredire la présomption tout en se maintenant les deux en fait, dans les mêmes arrêts. Et donc sans changer grand-chose à la formulation des décisions, en fait, la Cour de justice a subtilement quand même modifié le sens de ces décisions sur ce point. Et pour ce faire, elle va s'appuyer sur ce qui, à mon sens, est clairement une affirmation depuis quelques années de son rôle de cour constitutionnelle qui peut imposer des choses, notamment lorsqu'il s'agit du système juridictionnel des États membres. Enfin, il me semble que c'est ce que Daniel Sarmiento a appelé dans un billet de blog il y a quelque temps le mode constitutionnel de la Cour qui enchaîne les arrêts, comme ça les grands arrêts, vraiment sur l'ordre juridique et le système juridictionnel de l'Union principalement. Donc je reviendrai dans un premier temps sur cette idée de présomption, d'équivalence de garantie et de respect de l'Europe des valeurs communes dans le domaine du droit pénal européen. Et je développerai ensuite, dans un second temps, cette évolution récente qui me semble aller plus dans le sens d'une obligation de respect que la Cour va ensuite imposer aux États. Alors, sur la présomption en tant que telle, il me semble qu'on a parfois reproché à la Cour d'être un peu naïve dans l'affirmation qu'effectivement, on peut présumer que les États partagent les valeurs communes, ou on doit présumer que les États partagent des valeurs communes et partagent les mêmes garanties relatives aux droits fondamentaux plus concrètement. Il me semble que, dans un premier temps, on ne peut pas reprocher à la Cour d'entraîner de la part des États des violations de leur obligation à l'égard de la Convention européenne des droits de l'homme, qui serait de ne pas vérifier ce qui se passe dans un autre État et donc de risquer une violation pour l'intéressé, dans la mesure où, du point de vue de la Cour,
ça s'inscrit dans la logique du système où ce n'est pas aux États de contrôler ce que font les autres États, c'est bien aux institutions de l'Union d'imposer un standard commun. Et donc s'il y a quelqu'un qui doit contrôler le respect des droits fondamentaux par un État ou un autre, ce n'est pas un autre État, ou alors éventuellement avec un recours au manquement hypothétique et très rare hein, devant la Cour de justice, en tout cas jamais sur ces questions-là. Mais ce n'est pas, a priori, aux États de décider qu'un autre État ne respecte pas ses obligations. Par ailleurs, il me semble que le fait que la Cour reconnaisse simultanément des exceptions dans ces arrêts signifie que c'est bien une démarche différente. Hein, il ne s'agit pas de wishful thinking où on est en train de dire peut-être que si on insiste suffisamment sur le fait qu'on a les mêmes garanties partout, un jour ça se réalisera et on aura tous les mêmes garanties. C'est pas ça. Il me semble que c'est plutôt que, en fait, on a besoin de cette présomption pour que le système fonctionne. Parce que la présomption, en fait, elle est introduite par le législateur. C'est-à-dire si on n'a pas cette présomption qu'on a les mêmes valeurs et les mêmes garanties partout, l'édifice du système Dublin, l'édifice de quasiment tous les instruments du droit pénal européen qui reposent sur la coopération judiciaire et policière, s'écroule. Donc, on est obligé, finalement, d'imposer cette confiance mutuelle et donc d'imposer cette présomption aux États si on veut que le système fonctionne. Alors après, on ne peut pas reprocher à la Cour d'essayer de faire en sorte que le système qu'elle a sous les yeux fonctionne. Et d'ailleurs, effectivement, le parallèle a été très justement fait par Elsa Bernat dans sa contribution avec ce qui s'est passé avec la circulation des marchandises. Effectivement, on impose l'idée de, voilà, reconnaissance mutuelle, on a tous les mêmes standards, et donc arrêter de contrôler ce que font les autres États membres. Mais justement, comme dans ce qui s'est passé avec la libre circulation des marchandises, simultanément, la Cour introduit des exceptions. Reconnaissance mutuelle, oui, mais vous avez des exceptions. Donc si c'est vraiment important pour vous, s'il y a vraiment un grand risque pour un objectif vraiment fondamental, là, ça ne joue plus. Ben, c'est la même chose en fait. Et donc on voit bien dans Aragnossi, où d'ailleurs, ce n'est pas formulé explicitement comme présomption, donc on a ce principe hein, de reconnaissance mutuelle qui se fonde sur la confiance réciproque, qui se fonde sur le fait qu'on a la protection équivalente dans l'ensemble des systèmes nationaux, et on a la présomption qui apparaît explicitement dans les conclusions Bott. Hein, on dit que la question sous-jacente dans cette affaire, c'est si la force du principe de reconnaissance mutuelle trouve une limite dans la rupture de la confiance en raison d'une atteinte aux droits fondamentaux qu'ils sont présumés respectés. Donc en fait, l'idée de cette exception et de cas où en fait on n'a pas à appliquer cette présomption est intégrée dès le départ hein, dans la jurisprudence. Et comme je le disais, il me semble que c'est parce que la présomption est nécessaire pour que le système fonctionne. Mais en fait, ce qui compte le plus, le principal enjeu, c'est l'adhésion des acteurs nationaux à cette présomption. Si on n'emporte pas l'adhésion des acteurs nationaux, le mandat d'arrêt européen ne peut pas fonctionner. Et on le voit d'ailleurs, hein, très bien. Il y a eu un rapport pour le Parlement européen l'année dernière, coordonné par Anne Weyemberg, où on voit très clairement les pratiques nationales qui se développent, de micro-exceptions, de pratiques ad hoc, développées localement, parce qu'en réalité, on n'a pas vraiment confiance. Donc la France qui va se mettre à mettre des critères un peu particuliers par endroit aux demandes qui viennent de la Pologne, les Pays-Bas qui vont se poser des questions, oui mais est-ce que les conditions de détention en France sont vraiment si bonnes que ça, on n'est pas sûr. Donc en fait, le fait qu'on n'adhère pas à cette présomption, au récit qui est développé autour de ces instruments, crée des petites failles dans le mécanisme, et c'est justement, si ces failles s'aggravent suffisamment, ça ne va plus marcher. Et tout ça en dépit de la reconnaissance par les mêmes acteurs que c'est un instrument très efficace et très utile quand on en a besoin. Mais voilà, hein, on voit l'importance de l'adhésion au récit. Et c'est pour ça que, donc j'en viens à ma deuxième partie, à partir du moment où on voit que l'adhésion des autorités nationales, judiciaires en particulier, est mise en cause, la Cour est obligée de réagir. Parce que l'édifice législatif et constitutionnel de l'Union européenne ne suffit pas à rassurer quant à la réalité hein, du discours qui est développé. Alors, c'est là qu'on voit, à mon sens, dans la jurisprudence, cette évolution depuis la présomption du respect des valeurs communes vers une obligation de respecter les valeurs communes qui va être imposée par la Cour aux États. Alors, tout d'abord, il me semble que c'est un effet logique de la première étape de la jurisprudence. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous introduisez l'idée qu'on présume mais, ça encourage les mais. Donc on se retrouve avec des cas comme l'affaire Hérault,
sur le Royaume-Uni, est-ce qu'on est bien sûr qu'après la sortie de l'Union européenne, le Royaume-Uni va continuer à respecter nos valeurs? Donc est-ce qu'on continue de leur envoyer ou pas, en sachant qu'on ne sait pas quand est-ce qu'ils vont sortir? Et s'ils sortent, est-ce qu'on a une garantie? Et la Cour de répondre, mais oui, bien sûr, ils seront encore dans la Convention européenne des droits de l'homme, donc pas de risque. Contrairement au souhait de Theresa May, sans doute, mais bon, elle va nous quitter bientôt. Donc on ne sait pas. Mais c'est ça, c'est tout à fait le mécanisme qui se produit. Si vous introduisez l'idée qu'il peut y avoir des exceptions, eh bien ça va encourager les autorités nationales à envisager différentes exceptions pour différents États, dans différents cas. Et alors, évidemment, avec les affaires polonaises, là on passe dans le ton de l'arrêt et dans des petites variations terminologiques, c'est vraiment pas grand-chose, mais on passe subtilement de l'affirmation de la présomption à l'affirmation d'une obligation que les États membres ont de respecter ces valeurs. Alors notez que c'est toujours une obligation vis-à-vis de l'Union européenne. Donc c'est toujours l'Union européenne qui maintient le contrôle sur le standard qu'elle veut imposer, le niveau de garantie qu'elle veut imposer, et l'État, s'il veut faire exception à l'application de ces mécanismes, toujours est censé s'en remettre au standard qui a été fixé par la jurisprudence de la Cour ou éventuellement le droit positif écrit. Et alors, ce qui est intéressant également, surtout quand on s'est beaucoup intéressé au contentieux de l'Union européenne et au contrôle de la Cour sur les droits processuels nationaux, c'est que par où ça passe par le système juridictionnel. Donc on contrôle le système juridictionnel des États membres, et c'est par là qu'on va introduire cette obligation. Bon, le fait que ça passe par un contrôle direct du système juridictionnel n'est pas en soi surprenant, quand on sait l'importance de ce système pour le fonctionnement du droit de l'Union, et quand on sait également la jurisprudence quand même de long terme, où la Cour de justice va s'introduire dans les droits processuels nationaux lorsqu'elle en ressent le besoin pour assurer l'effectivité de tel ou tel aspect du droit de l'Union européenne. Je ne vais pas vous refaire un cours sur les arrêts Factortem, Frankovic, Lucchini, etc. Et puis, cette jurisprudence de ces dernières années qui insiste encore plus en donnant vraiment une coloration constitutionnelle à cette jurisprudence, en disant le système juridictionnel de l'UE que l'on identifie dans l'article 19, c'est pas juste une disposition institutionnelle comme ça, non, on lui donne un contenu, ça veut dire que la Cour de justice est au sommet d'un système juridictionnel qui intègre le juge national, et cet aspect hiérarchique permet à la Cour de se poser comme imposant certaines choses, par exemple commission contre France, voilà, manquement, le Conseil d'État ne peut pas faire ce qu'il veut vis-à-vis de renvoi préjudiciel, avis de 13 évidemment, X et autres, en octobre dernier également, où quand même on demande à la Cour de justice est-ce qu'on devrait étendre au droit de l'Union tous ces mécanismes qui existent dans plusieurs États membres qui permettent de rouvrir une procédure qui a été clôturée par un arrêt passé en force de chose jugée en cas de violation constatée par la Cour EDH. Et la Cour de justice dit non, finalement, parce que nous, on a un système beaucoup plus efficace que celui de la CEDH, on assure l'effectivité de la protection de justiciables bien plus tôt dans la procédure via l'article 267, et en plus, quand on a eu besoin de faire des exceptions ou des limites à l'autorité de la chose jugée nationale, on l'a fait comme ça, sans avoir besoin de ce genre de mécanisme, puisqu'elle nous cite Köbler, par exemple, tout en continuant d'affirmer que ce n'est pas une exception à l'autorité de la chose jugée nationale, mais quand même, voilà, quand on avait besoin d'une limite à la chose jugée nationale, on l'a fait, parce que c'était nécessaire pour l'effectivité du droit de l'Union européenne. Donc le fait qu'on passe par le contrôle du système juridictionnel des États membres pour introduire cette obligation de respecter des valeurs, en soi, n'est pas très surprenant. Le mécanisme, dans le raisonnement, est intéressant, parce qu'on va dire, bon, article 19, donc système juridictionnel de l'UE, et puisqu'on a ce système juridictionnel qui doit respecter certaines garanties, ça inclut nécessairement l'état de droit, qui est donc une valeur de l'article 2, et donc l'état de droit inclut nécessairement les garanties du procès équitable, et donc, en fait, cette présomption de respect des valeurs communes se transforme en obligation de respecter les garanties du procès équitable en vertu de l'article 19, sans toucher à la portée de la charte, puisqu'on est sur l'article 19. C'est pas la première fois que la Cour de justice affirme que les États membres ont l'obligation de respecter les droits fondamentaux lorsqu'ils appliquent le droit de l'Union européenne, on est bien d'accord. Mais dans un pan de jurisprudence qui s'appuie sur le fait que tout l'édifice repose sur cette présomption de respect de valeurs communes et de garanties communes relatives aux droits fondamentaux dans la matière pénale, là on a quand même un glissement que je trouve intéressant. Alors, l'obligation apparaît évidemment pour la première fois dans cet arrêt
ASJP, hein, je vais vous épargner ma prononciation du portugais, qui prépare évidemment en commission contre Pologne, hein, ça n'a étonné personne, et dans lequel on dit très clairement, hein, donc point 32, on a cette espèce de transition dans le raisonnement, article 19, état de droit, juridiction nationale, donc obligation de respecter les valeurs associées à l'état de droit qui incluent les garanties de la protection juridictionnelle effective. Et point 37, tout État membre doit assurer que les instances qui relèvent en tant que juridiction au sens défini par le droit de l'Union de son système de voie de recours dans les domaines couverts par le droit de l'Union satisfont aux exigences d'une protection juridictionnelle effective. Et évidemment, dans cette affaire-là, il ne s'agit pas à proprement parler du droit pénal, mais on voit bien à quoi ça va servir. Et immédiatement après, dans l'affaire LM, défaillance du système judiciaire, on fait le lien, puisque d'abord, on insiste sur l'obligation des États membres de présumer le respect des garanties par les autres États membres, point 37, et on en arrive, point 52, à reprendre l'obligation de respecter ces valeurs par ces mêmes États membres. Notamment la protection juridictionnelle effective. Et donc, dans l'affaire Commission contre Pologne, pour laquelle on attend toujours l'arrêt, mais on a quand même déjà plusieurs décisions à force de mesures provisoires, de procédures accélérées, etc., on assume que le risque de perte de confiance dans le système polonais est réel. Et ce risque de perte de confiance, eh bien, pour éviter qu'il se réalise, il faut imposer à l'État polonais le respect d'un certain nombre de garanties relatives aux valeurs de l'Union européenne. La combinaison dans la jurisprudence entre l'intégrité du système juridictionnel de l'État membre, qui est nécessaire pour l'intégrité du système juridictionnel de l'Union, et le bon fonctionnement de l'espace de liberté, sécurité et justice, et en particulier du droit pénal européen, est évidente. Les arrêts sur la Pologne, en particulier, insistent énormément sur le lien avec le droit pénal, en établissant vraiment, alors dans l'arrêt LM, c'est un point puis l'autre, donc on a d'une part, ça peut mettre fin au système de coopération établi par le renvoi préjudiciel, point 54, point 55, et le mandat d'arrêt européen s'écroule si on n'a plus cette confiance. Donc les deux sont présentés comme totalement liés, et on reconnaît donc pour les deux que bien que l'ensemble de ces deux systèmes repose sur une présomption que l'ensemble des États ont les mêmes garanties, on reconnaît que les deux aussi peuvent cesser de fonctionner si les États ne respectent plus ces garanties, et donc on passe, enfin on saute le pas, en quelque sorte, vers l'imposition du respect de ces garanties aux États. Et donc qui va évaluer si un État ne respecte plus les principes d'indépendance, d'inamovibilité des juges? La Cour de justice, a priori, si on lui permet de le faire, hein, par des renvois préjudiciels tels que celui de l'affaire LM. Ou des recours en manquement, évidemment. Hein. Et de même, hein, dans l'ordonnance de la Cour du 17 décembre sur Commission contre Pologne, c'est pareil. Hein, on nous dit la mise en cause des principes de confiance mutuelle et de reconnaissance mutuelle est susceptible de produire des effets graves au regard du fonctionnement régulier de l'ordre juridique de l'Union, et en particulier, premier exemple, dans le domaine de la coopération judiciaire, civile et pénale. Alors que l'affaire, a priori, ne porte pas spécifiquement sur le droit pénal. C'est un manquement qui est relatif vraiment aux structures du système juridictionnel. Mais la Cour, évidemment, dit, bah oui, on a déjà vu que ça pouvait poser problème, confère l'arrêt LM. On nous a forcé déjà à prendre position sur les problèmes que peut causer ce défaut de garantie dans le système polonais pour le fonctionnement du droit pénal européen et plus largement de la coopération judiciaire, civile et pénale entre les autorités nationales. Donc, il me semble que réellement, dans ces arrêts, on a ce glissement vers le fait d'assumer qu'on impose aux États le respect de certaines garanties. Et on impose aux États le respect de ces garanties tout en affirmant qu'on présume qu'ils les respectent déjà, mais ça ne suffit plus. Et ça ne suffit plus parce que les autorités nationales n'adhèrent pas. Ou, plus largement, on va dire, peut-être la doctrine n'adhère pas, ou les responsables politiques n'adhèrent pas. Hein. Mais en tout cas, le cœur du problème pour la Cour, c'est toujours est-ce que les juridictions adhèrent? Parce que le fonctionnement du système juridique de l'Union européenne repose sur l'adhésion des cours nationales. Et alors, et en particulier pour le droit pénal, là c'est évident. Donc, je conclus là-dessus. Il me semble qu'il y a vraiment un infléchissement
qui est lié à l'affirmation de son autorité constitutionnelle par la Cour de justice, qui est conditionné totalement à l'émergence de problèmes graves dans certains États, mais qui est également conditionné à la résistance de l'ensemble en fait, des autorités nationales au récit qu'elles développaient pour justifier les mécanismes dont il est question. Je vous remercie.